Bonjour François Asselineau. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Alors, j'ai envie de dire que vous êtes le candidat surprise de cette élection, puisque après votre échec en 2012, vous et votre parti, vous pouvez enfin participer à ce scrutin. Alors, François Asselineau et l'Outre-mer, ça nous inspire cette photo. Regardez-la, donc c'est les plaines de Niaouli en Nouvelle-Calédonie. Sommes-nous dans le vrai ? Pourquoi vous dites ça? Parce que j'ai vécu en Nouvelle-Calédonie. J'ai fait une mission importante. J'ai fait une mission de l'inspection des finances. Bravo, vous êtes bien renseigné. J'ai fait une mission de l'inspection des finances. Je crois que c'est en 1987 sur la question des problèmes fonciers de Nouvelle-Calédonie. Ça m'avait d'ailleurs permis de bien connaître le monde du Pacifique et d'ailleurs de me rendre dans les pays alentours, notamment à Fidji et aussi en Nouvelle-Zélande, pour voir comment avaient été réglés les problèmes fonciers dans ces pays-là. Et puis en même temps, vous avez aussi réussi à trouver une affaire avec un financement de partis politiques, le RPCR et autres. Il n'y a pas eu la redistribution des terres et autres, ce problème du foncier qui devait exister avec la redistribution des terres. C'est un dossier que nous avons vraiment été chercher très très loin. Ah bravo, vous êtes allé. Oui, j'avais en effet, j'avais mis à jour, oui, fonctionnement du... Bravo. Alors un là, système de financement des partis politiques par le foncier. Oui, foncier. j'avais sorti. C'était mon métier d'inspecteur des finances. J'étais allé vérifier une association qui s'appelait l'ADRAF, l'Association pour le développement rural et l'aménagement foncier, et qui se chargeait justement de réorganiser les problèmes fonciers. Et en effet, j'avais vu qu'il y avait eu plus que des dysfonctionnements. Il y avait eu aussi des détournements de fonds. C'est tout à fait exact, mais j'avais fait mon métier, c'était le métier de l'inspection des finances. Je vais vous dire un truc. J'ai adoré la Nouvelle-Calédonie. C'est un pays magnifique. D'abord, c'est un pays magnifique. Deuxièmement, j'étais parti un peu comme ça, sans beaucoup d'a priori. Et puis, j'avais découvert la gravité des problèmes locaux. J'avais découvert la beauté de la civilisation kanak. J'avais été reçu à Petit Coulis à Raméa, puisque vous connaissez par le grand chef coutumier. J'avais fait la coutume. J'ai beaucoup aimé ce territoire. Et puisqu'on en parle, il va y avoir un référendum. On va revenir un petit peu sur tout ça, si vous voulez bien. Mais d'abord, pour qu'on comprenne bien ce que vous proposez pour les Outre-mer, on a une question simple. Vous êtes élu président dans quelques semaines. Quelle est votre première mesure en faveur des Outre-mer ? Ma première mesure en faveur des Outre-mer, d'abord, c'est de rappeler que l'Outre-mer fait partie intégrante de la République française, que la France serait moins la France. Ça, c'est un rappel, c'est pas vraiment une mesure. Oui, mais serait moins la France si nous étions sans l'Outre-mer français. Que vous savez, la première mesure que je prendrai au niveau national, c'est de convoquer un sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne pour faire sortir la France de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. La France et les Outre-mer. Alors, vous n'ignorez pas que l'Outre-mer français, il y a une partie de l'Outre-mer qui est dans l'Union européenne et dans l'euro. Les régions ultra-périphériques. Voilà, c'est les régions ultra-périphériques, les départements d'Outre-mer. Et puis nous avons quand même 550 000 de nos compatriotes, ceux qui vivent notamment en Nouvelle-Calédonie, à Wallis et Futuna ou en Polynésie française, ou également à Saint-Barthélemy, qui sont des territoires, enfin des collectivités d'outre-mer, et qui ne sont ni dans l'Union européenne ni dans l'euro. Donc pour eux, c'est un peu, comment dirais-je, mon programme phare pour la République française, qui est de sortir de l'Union européenne, les concerne un petit peu moins. Sauf que ils reviendront en fait dans le droit commun. On va également réinstaurer le franc. Or, la Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna et la Polynésie ont conservé le franc Pacifique. Ouais. D'ailleurs, pour la petite histoire, puisque moi je suis passionné par l'histoire, vous savez que la Calédonie et la Polynésie française ont été les deux premiers territoires à rallier la France libre en 1940, les deux premiers territoires de la République. Donc pour vous, l'Europe, c'est un véritable miroir aux alouettes pour les Outre-mer ? Oui, parce que... Avec ce Frexit, c'est ce que vous allez mettre en place ? Parce qu'en matière d'argent, par exemple, parlons de l'argent. Il y a, dans l'Outre-mer, on croit, par exemple à l'île de la Réunion, ou en Guadeloupe, ou en Martinique, on croit qu'on reçoit de l'argent de l'Union européenne. Non, c'est pas vrai. On reçoit, oui, bien sûr, on reçoit de l'argent. Il y a un vrai financement. Oui, mais d'où vient cet argent ? D'où vient cet argent ? C'est les contribuables français qui versent chaque année, en gros, 23 milliards d'euros à l'Union européenne. Ouais. Et l'Union européenne nous en restitue ensuite 14 milliards. 13, une partie, voilà, une partie c'est un qui fonds fait commun de tous pour les fonds, pays européens. Voilà. Donc ça veut dire qu'en fait, chaque année, nous payons 9 milliards d'euros de plus que nous recevons.
Qu'est-ce qu'on reçoit? On reçoit la politique pour les agriculteurs, la politique agricole commune. On reçoit les fonds du FEDER, la PAC, les fonds du FEDER, les subventions. Le fait d'être un pays contributeur, c'est aussi également la même chose. On reçoit également de l'Allemagne, des autres pays européens. Non, parce que oui, mais au total, ce qu'on appelle le solde, c'est qu'on donne 23, on reçoit 14. Il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire, par exemple, que ces 9 milliards d'euros qu'on donne en plus chaque année, ils servent à quoi? À financer les milliers de fonctionnaires à Bruxelles qui nous imposent des politiques que nous ne voulons pas. Ça sert à d'autres pays. Mais ça sert aussi, effectivement, à donner à des pays, aux pays de l'Est, ou à des pays comme, par exemple, la Turquie qui doit entrer dans l'Union européenne. Si on sort de l'Europe, donc l'outre-mer aura plus d'argent, c'est ça que vous dites? Évidemment. Est-ce que vous vous rendez compte que vous vous engagez à donner ces milliards au différentiel aux outre-mer? Non, je ne suis pas le Père Noël. Je ne vais pas tout donner. Mais il y aura une partie pour l'outre-mer. Il faudra voir, mais à mon avis, on peut très bien mettre 500 millions ou 1 milliard d'euros de plus chaque année. Il faut absolument mettre à niveau l'outre-mer, notamment sur certaines infrastructures routières, par exemple, j'en parle, développer l'emploi, développer notamment le tourisme, ou développer aussi des activités tertiaires ou quaternaires. Comme et aujourd'hui, ces fonds européens servent justement, on peut penser au TCSP, la route du littoral. Oui, mais les fonds européens servent justement à la modernisation. Mais nous pourrons les financer directement puisqu'on sera sorti. On aura les mêmes fonds, sauf qu'au lieu. Mais vous ne pouvez pas le garantir. Mais au lieu de transiter par Bruxelles, ça sera avec un drapeau bleu, blanc, rouge, et on aura 9 milliards d'euros de plus, dont on pourra prendre peut-être 500 millions ou 1 milliard. Pour donner à l'outre-mer français. Et il faut savoir qu'actuellement, par exemple, nous donnons, les Français, sans qu'ils le sachent, par ce système, on donne à peu près 250 à 300 millions d'euros chaque année à la Bulgarie. C'est qu'il faut qu'une partie de l'argent revienne. L'exemple regardez la Guyane, regardez les problèmes qu'il y a eu en Guyane. Vous l'avez cité, mais on va partir en Nouvelle-Calédonie, puis on reviendra, si vous voulez bien, sur la Guyane, parce que sortir de l'Europe, c'est aussi s'interroger sur la souveraineté de la France et des Outre-mer au sein de la France. Et justement, on a une question sur ce sujet qui nous vient de la Nouvelle-Calédonie. Alors, je leur ai dit que tous les présidents, ils sont là pour de belles paroles. On vote pour eux et il n'y a rien du tout. Ils ne pensent pas aux petits retraités. Et moi, je suis dans le cas. Et ma retraite n'a jamais été augmentée. Alors voilà, que c'est très dur pour les fins de mois. Alors, c'était une question de la Martinique, donc, sur qu'est-ce qu'on fait pour les anciens, les retraités. C'est un problème qui va au-delà de l'outre-mer. C'est un problème qui est plus général. C'est un problème français. C'est qu'il y a en effet des personnes qui sont, notamment en zone rurale, mais aussi en outre-mer, qui sont en dessous du seuil de l'indigence. Voilà. Donc moi j'ai prévu, mais c'est un problème plus global qui ne concerne pas uniquement l'outre-mer, qu'il faut qu'il y ait un minimum vieillesse qui soit réévalué pour tout le monde. Il n'est pas normal que des gens... Moi, je connais des cas pathétiques, par exemple, de femmes qui ont travaillé parce qu'elles étaient la sœur d'un boulanger, elles n'étaient pas déclarées, puis elles arrivent à la retraite, et puis elles ont une toute petite, sans ressources. Ça n'est pas tolérable dans un pays développé, et y compris pour l'outre-mer. Oui, absolument. Une retraite minimum pour l'ensemble des retraités en France et aussi des ultramarins. Alors, est-ce qu'on va revenir sur cette question de souveraineté? Vous parliez un petit peu avant donc, de sortir de l'Europe. Quelle place pour les Outre-mer dans votre France, à vous, justement? L'outre-mer français, c'est la France qui se projette dans l'univers, la France universelle. Moi, je veux, sortant de l'Union européenne, de l'euro, sortir aussi de l'OTAN, c'est-à-dire du traité de l'Atlantique Nord, qui nous place, en fait, sous la tutelle de Washington. Moi, je veux revenir à une diplomatie de type gaullien, c'est-à-dire que nous nous entendons bien avec le monde entier. La Russie, la Chine, le Japon, l'Inde, la Chine, l'Australie, voilà. Et donc, dans ce cadre-là, la présence de la France dans tous les océans est un atout absolument fantastique que nous devons, bien entendu, valoriser. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais, moi, par exemple, des mesures très concrètes, que l'on parle beaucoup plus de l'outre-mer français à la télévision ou dans les radios nationales en France, en métropolitaine. Il n'y a pratiquement jamais d'informations qui sont aux 20h de TF1. La Guyane est à la une de Alors il y a eu, oui, parce que lorsqu'il y a un problème, mais moi je voudrais qu'il y ait des informations régulières. Écoutez, quasiment chaque jour, on a une information venant des États-Unis. Comment se fait-il qu'on n'ait pas chaque jour? On pourrait avoir un jour une information, je ne sais pas, moi n'importe quoi, sur l'ilang-ilang à Mayotte. Le lendemain, ça serait sur... Et également sur une réussite professionnelle. Sur des réussites professionnelles en Calédonie ou en Polynésie, ou voilà. Et puis, qui est aussi la météo. Et puis, ce que je voudrais aussi beaucoup, c'est favoriser les échanges entre la métropole et l'outre-mer, de deux façons. D'abord, avec une espèce d'Erasmus, vous savez,
des échanges, mais un Erasmus vous voulez envoyer ultramarin. Clairement les enfants, les plus jeunes, vous dites à partir du CM1, CM2, 6e, voilà. 5e, faire des espèces de classes vertes en Outre-mer, c'est ça? Écoutez, et des jeunes ultramarins dans l'autre sens. Moi, je me rappelle, quand j'étais petit, vous savez, c'est des souvenirs d'enfance. Moi, quand j'étais lycéen, j'avais 13-14 ans, j'avais un copain qui avait vécu à l'île de la Réunion. J'ai rêvé pendant toute mon adolescence d'aller à la Réunion. Eh ben, je dis que s'il y avait des enfants, par exemple, je sais pas, les liens. Oui, des enfants de 12 ans, 13 ans qui pouvaient partir 2-3 mois, je ne sais pas moi, dans une classe à Bora Bora, ou bien à Mont-d'Or en Nouvelle-Calédonie, ou à Saint-Gilles à La Réunion, ou je ne sais pas moi, ou à Mayotte, ou au Carbet en Martinique, et réciproquement. Ça serait formidable. C'est une manière de faire savoir que la République est aussi composée avec ses îles. Bien sûr. Alors justement, puisqu'on a des îles et des territoires, on va repartir en Calédonie pour cette réflexion sur la souveraineté de la France. C'est pas exactement une question, c'est-à-dire que j'aimerais lui demander si on pourrait redonner à la France sa grandeur et ses valeurs, et si ça serait possible d'aller dans cette direction. La grandeur de la France, elle passe par l'outre-mer, c'est ce que vous dites. Oui, en particulier. Je ne vais pas dire uniquement parce que je suis ici que ça passe par l'outre-mer uniquement. Ça passe par une France redevenue la France. Vous savez ce que ça veut dire, la France, étymologiquement? Ça veut dire le pays des hommes libres. C'est-à-dire que moi, je veux que la France, elle récupère sa souveraineté nationale et son indépendance nationale. Soit dit en passant, c'est d'ailleurs une obligation du chef de l'État, puisque l'article 5 de notre Constitution précise que le président de la République est le garant de l'indépendance nationale. Ça veut dire que je ne veux plus que la France soit sous la tutelle des États-Unis, ni de Bruxelles, ni de Francfort. Pour l'Outre-mer, François Asselineau, et pour la Calédonie en particulier, qu'elle est engagée dans un processus référendaire sur l'autodétermination en 2018. Si la Calédonie vote l'indépendance, vous lui donnez? J'aurais pas le choix. Moi, je suis un démocrate, c'est-à-dire que si on peut regretter les modalités des élections, comment c'est marrant. Vous êtes exprimé sur le corps électoral. électoral. Mais je ne me remettrai pas en cause les accords qui avaient été passés, l'accord de Matignon. S'il y a une majorité qui vote pour l'indépendance, eh bien, la Calédonie deviendra indépendante. Moi, ça n'est pas ce que je préférerais, mais je le respecterais. Ce que je préférerais, moi, c'est confirmer en Polynésie, la question pourrait se poser de la même façon d'ailleurs, puisque ça a été listé sur la liste des territoires décolonisés de l'ONU. Je pense que vis-à-vis de la Polynésie, comme de la Nouvelle-Calédonie, je connais bien le Pacifique Sud. Je sais bien ce qui est arrivé aux micro-États ou aux petits États du Pacifique Sud qui sont devenus indépendants dans les années 80 et qui, pour bien la plupart d'entre eux, ont signé des accords de coopération et de protection avec l'Australie ou la Nouvelle-Zélande, sinon les États-Unis d'Amérique. Moi, je pense que c'est la même chose que l'on pourrait avoir. Mais finalement, est-ce que ce serait si différent du statut actuel de large autonomie tel qu'il existe, par exemple, en Polynésie? Quand on arrive en Polynésie, il y a quand même le drapeau de la République et puis le drapeau de Tahiti. Et le drapeau européen. Alors, moi, je veux retirer le drapeau européen, mais il me semble... Et d'ailleurs, mais on peut très bien faire coexister l'un et l'autre. Maintenant, c'est quand même une histoire d'amour entre la Polynésie et la France qui remonte à Bougainville. Ça fait plus de 230 ans. Je trouve que ce serait dommage... à la fois pour la République française et pour les Polynésiens. Cette histoire d'amour, elle est un peu variée avec les essais nucléaires, on le sait. Alors, s'agissant des essais nucléaires, moi, je me suis toujours exprimé sur cette question. Je ne pense pas qu'il faille de nouvelles lois, mais il faut que la France répare les torts qui ont été commis. Et indemnise les victimes des essais nucléaires, bien sûr, financièrement? Bien sûr. Alors, on va revenir sur le référendum, puisque c'est une mesure phare de votre programme. Alors, il faut 500 000 signatures, selon vous, pour qu'on puisse justement revenir sur un référendum. Juste qu'en Outre-mer, il n'y a pas 500 000. Très peu sont les régions où il y a 500 000 personnes. Alors, comment on fait? Est-ce que pas de référendum pour les Outre-mer? Comment est-ce que vous organisez? L'Outre-mer, c'est un cas particulier. Vous parlez de mon programme national. Au niveau national. Donc, adaptation pour les Outre-mer. On pourra éventuellement adapter pour les Outre-mer. Mais ce qu'il y a quand même... Moi, je veux... On peut pas non plus... Moi, je suis un démocrate. Je pense qu'il faut consulter bien davantage le peuple. On ne va pas non plus... A contrario, faire des référendums 3 fois par semaine, sinon la France serait ingérable. D'où la nécessité de référendum d'initiative populaire, puisque c'est de ça que vous parlez. J'ai pris l'engagement, si je suis élu, de faire une réforme de la Constitution. On va proposer aux Français une réforme de la Constitution, avec toute une série de modifications constitutionnelles, démocratisation du Conseil constitutionnel, du Conseil supérieur de l'audiovisuel, également comment dirais-je, la reconnaissance pleine et entière du vote blanc qui devient un vote révocatoire, c'est-à-dire que si le vote blanc arrive en tête dans une élection,
le scrutin est annulé, reporté de 2 ou 3 mois, et les candidats du scrutin annulé ne peuvent pas se représenter, et un référendum d'initiative populaire au niveau national avec 500 000 signatures. Et des mais ça, c'est normal. C'est normal. Pour que ce soit... Bon, maintenant, le cas particulier de l'outre-mer, en effet, ça, c'est différent. Je me permets de signaler que... Il y a une grande question aussi qui peuvent être abordées. Oui, mais ça pourra par exemple se faire dans le cadre du Code général des collectivités locales. Notamment le lien de la République et des Outre-mer. Oui. On a un mot, nous, qui illustre, selon nous, et par rapport à votre programme, les Outre-mer, c'est le mot francophonie, parce que la souveraineté de la France, elle passe aussi par la langue. Voilà, parce que ce que je veux aussi... Vous la défendez? Vous défendez les langues régionales et la langue française dans les Outre-mer? Alors, je défends d'abord et avant tout la langue française et la francophonie. L'Outre-mer, c'est quand même un cas particulier, c'est exact. Je ne suis pas contre les langues régionales. En revanche, je ne suis pas favorable, comme c'est le cas actuellement en métropole, que l'on favorise à l'excès, notamment dans le cadre de la charte des langues régionales et minoritaires. Je ne suis pas favorable à la ratification parce qu'il y a un risque sur l'unité nationale. D'ailleurs, regardez ce qui se passe en Espagne avec la reconnaissance de cette charte. Je signale au passage que ni Jacques Chirac, ni Nicolas Sarkozy, ni François Hollande n'ont finalement décidé de ratifier cette charte parce qu'il y a une menace sur l'unité nationale. Or, le président de la République française, il est le garant de l'unité nationale. Il y a un truc qu'il faut bien comprendre. C'est que, imaginons que la France n'existe plus, qu'elle soit morcelée en 25 régions. Il va se passer quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Regardez, j'en parlais dans le Pacifique, regardez dans la Caraïbe. Des tout petits États, ils deviennent quoi ensuite? Ils deviennent ensuite le jouet, parfois, des mafias, carrément. C'est le cas dans la Caraïbe, où ils sont pris en charge par des très grandes puissances. Les États-Unis d'Amérique, par exemple. Est-ce que c'est vraiment ce que souhaite l'outre-mer français? Nous avons une voix originale, une voix différente. Les Français sont... voilà, nous ne sommes pas des Américains. Je pense que l'outre-mer français ressemble finalement beaucoup à la France sous beaucoup d'éléments. Moi, je suis favorable au maintien. Ça sera d'ailleurs mon devoir en tant que président de la République, maintien de l'intégrité territoriale. Maintenant, il y a en effet dans le monde d'aujourd'hui, notamment dans le Pacifique, une revendication identitaire qui s'est manifestée à partir des années 70-80, que, soit dit en passant, je soutiens parce que, par ailleurs, à titre personnel, je suis un grand amateur des civilisations de l'Océanie. Mais ça, c'est un détail. L'unité nationale, pardon, ça veut dire un seul et même statut pour tout le monde? Parce que là, il y a des départements, il y a des territoires, des liens qui sont... Il faudra voir, vous savez, je crois, je connais un petit peu la question de l'outre-mer. C'est des questions difficiles. Ce sont des petits territoires avec souvent, parfois, des phénomènes politiques. Il y a beaucoup de politique, en fait. Parce qu'en fait, l'outre-mer français, c'est comme les Français, ils aiment beaucoup la politique, en définitive. Donc je sais que chaque cas est un cas un petit peu particulier. Il y a eu des changements de statut, etc. On verra. On essaiera d'être pragmatique pour le bien des populations. C'est ça que je veux dire. En favorisant, tout à l'heure, j'ai pas eu le temps de terminer ce que je disais, il n'y avait pas seulement le programme Erasmus, il y a aussi le principe de continuité territoriale. J'allais venir. Parce que, par exemple, maintenant, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits vis-à-vis de la Caraïbe. Quand on prend l'avion pour aller en Martinique ou en Guadeloupe, c'est quand même... voilà. Ça reste encore très cher. C'est vrai, mais c'est quand même beaucoup moins cher que c'était il y a 30 ans. Écoutez, moi, quand j'étais petit, quand j'étais jeune, dans les années 70, je peux vous dire que ça coûtait un bras, comme on dit, ça coûtait une fortune d'aller à la Caraïbe. Maintenant, on trouve quand même, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits. À La Réunion, ça coûte plus cher. Là où ça coûte vraiment très cher, je trouve, c'est dans le Pacifique. Il est vrai que c'est à l'autre bout du monde. Mais moi, je voudrais que l'on, peut-être plus favoriser d'ailleurs, la visite de la métropole par les populations ultramarines de Calédonie ou de Polynésie ou de Wallis et Futuna que l'inverse. Parce que je pense que là, on pourrait avoir... Alors, il faut éviter les détournements de trafic, il faut éviter... Mais il me semble que si on offrait chaque année, par exemple, la possibilité à des Calédoniens, à des Polynésiens, à des Wallisiens ou Futuniens, la possibilité de venir en métropole à un tarif, j'allais dire, allez, je vais lancer un tarif, mais disons un aller-retour à 600 €, par exemple, alors qu'actuellement, il faut compter au moins 1800 €. Bon, voilà. Et ça, vous le financerez par la compensation, par exemple, des fonds européens dont vous parliez Bien sûr, au début de cet entretien. On a des milliards d'euros qu'on va récupérer. Il faut bien comprendre que les Français comprennent que la construction européenne nous coûte des fortunes. Et pour aller financer des pays, je n'ai rien contre tous ces pays. Je préfère, moi, donner de l'argent à l'outre-mer français plutôt que à la Bulgarie. Cette question. Une dernière question pour vous, François Asselineau, puisqu'on arrive à la fin de cet entretien. Vous partez en outre-mer en tant que président de la République. À qui va votre premier déplacement? Vers qui va votre premier déplacement? Ça, vous êtes... c'est une question difficile. Je vais faire des mécontents, bien entendu. En tout cas, ce qui vous semble le plus urgent. Non, si je suis élu, je pense que mon premier déplacement, ce sera un tour du monde pour aller dans le Pacifique. J'aimerais aller en Calédonie.
J'aimerais aller dire à mes compatriotes kanaks, d'ailleurs, peut-être leur proposer, au terme de cet entretien. Oui, peut-être leur proposer d'ailleurs une réforme du statut particulier, justement, parce qu'il y a un statut de droit particulier. J'aimerais aller en Calédonie et puis en Polynésie pour leur rappeler leur attachement et l'attachement de la France à ces territoires du Pacifique. C'est dit. Merci François Asselineau. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Au revoir.